Avant qu'on rentre sur le sujet du jour, sur la partie, cycle de 4 ans et tout, j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, je vais reprendre les questions que vous avez, hop, avant de passer directement sur le sujet du jour. Voilà déjà ce que je voulais vous présenter en termes de news que j'avais pas eu l'occasion de vous présenter la dernière fois. Alors, il y a eu pas mal de questions. Quantus l'astuce, perso, je trouve ça inquiétant, le bear market pourrait l'obliger à vendre. Possible. Ouais. Les liquidations forcées, ça existe, ouais, c'est clair. Et puis en fait, il y a un moment donné, en fait, le fonctionnement de MicroStrategy, c'est en fait, on laisse le choix aux investisseurs. Je vais en reparler brièvement parce que c'est un type de dette qui est assez différent de ce qu'on peut connaître traditionnellement parlant. Mais en gros, ils vont lever de la dette, donc ils vont émettre des nouvelles actions, ils vont diluer les actionnaires existants et en leur disant, OK, à terme, en fait, l'argent que tu vas nous donner, tu vas pouvoir choisir soit d'être rémunéré directement en action MicroStrategy par rapport au cours actuel. C'est-à-dire que toi, tu prêtes, imagine, 10 000 balles à MicroStrategy aujourd'hui à une action qui vaut, je sais pas, 100 balles. Et tu arrives à terme sur une période de 5 ans, et puis MicroStrategy, ça vaut 600 balles l'action. Bah là, tu te dis, OK, tu dois me rendre mon argent à échéance parce que je t'ai donné de l'argent, c'est une dette, c'est une créance, c'est une obligation. Sauf que là, tu vas pouvoir avoir un choix. Soit, si ton action MicroStrategy, elle vaut 600 balles, bah du coup, tu vas dire, tu vas me payer mon argent, les 10 000 balles que je t'ai payé au cours actuel, au cours de l'époque où je te l'avais acheté, c'est-à-dire que les 10 000 balles qui valaient X montant d'action stratégie à 100 balles, 5 ans après, ça vaut 600, mais du coup, on va te les payer comme si tu les avais achetés à 100 balles. Donc, en fait, tu vas faire une énorme plus-value. Sauf que si l'action MicroStrategy, toi, tu l'avais au départ, tu avais donné ton argent quand l'action MicroStrategy, elle valait 100 balles. Sauf que tu arrives à terme de tes 5 ans et l'action, elle en vaut plus que 20. Tu n'as pas envie de te faire payer avec l'action MicroStrategy. Surtout au moment où tu avais payé, parce qu'en fait, tu sais que tu vas te prendre une division par 5. Tu l'avais payé 100 balles, là, ça vaut 20, donc non, tu n'as aucun intérêt à te le faire payer à ça. Donc, tu vas demander de te faire payer en cash. Et donc là, en cash, comment ça se passe si le cash, tu l'as pas? C'est là le problème. C'est qu'en fait, tant que l'action MicroStrategy augmente, il n'y a pas de souci. Et tant qu'ils diluent leur truc et tout, et que le Bitcoin augmente, il n'y a pas de problème, parce que les gens, ils achètent par anticipation et tout, et donc ils achètent MicroStrategy, c'est un peu un effet de levier que sur le BTC. Sauf que si demain, l'action vaut moins cher, et que les mecs se disent, en final, je suis dans le trou parce qu'il y a 5 ans en arrière, l'action MicroStrategy était plus chère, qui c'est qui va reprêter de l'argent à MicroStrategy pour relancer des nouvelles dettes? Je veux dire, si demain, l'action, elle était, je sais pas, il y a 5 ans, elle était à 500 balles, et que tu reviens 5 ans après, l'action, elle vaut 100 balles, à quel moment les mecs, ils vont pouvoir de nouveau lever de la dette pour répondre à leurs échéances? C'est, si tu as fait un peu de comptabilité, c'est la banque, elle te prêtera jamais de l'argent pour répondre à tes besoins en fonds de roulement. D'accord? Les besoins en fonds de roulement, en agriculture, on le voit beaucoup, par exemple, c'est pour acheter de l'engrais, pour acheter des semences, pour acheter plein de trucs. Et ça, la banque, elle le prête très difficilement parce que c'est des besoins immédiats pour répondre à tes obligations à court terme. Et donc, si tu utilises de la dette pour répondre à tes obligations à court terme parce que tu n'as pas de fonds en fait pour y répondre, en général, c'est que ça pue. Donc, la banque va très difficilement te donner de l'argent pour répondre à tes besoins en fonds de roulement. D'accord? C'est le terme comptable. Et donc là, pour le cas de MicroStrategy, ça peut être ça. Ça peut être justement le souci de se dire, en fait, il y a un moment donné, les gens achètent des actions MicroStrategy parce qu'ils se disent, tiens, potentiellement, ça peut valoir plus demain. Et si à un moment donné, c'est plus le cas parce que le BTC a tellement baissé, ils se retrouvent avec des dettes super importantes et ils doivent à un moment donné répondre à ces obligations, bah, quels sont leurs actifs? Ils n'ont pas de brevets, ils n'ont pas de trucs. Aujourd'hui, MicroStrategy, alors ils font du data, ils font plein de trucs comme ça. Mais derrière, leurs actifs principaux et plus facilement à liquider, c'est leur BTC. Donc, ils peuvent arriver à un moment donné où les investisseurs vont choisir, au lieu de se faire rémunérer en action MicroStrategy, si l'action est basse, de se faire rémunérer en BTC. Enfin, de se faire rémunérer, en tout cas, en euros ou en dollars, plutôt en dollars. Et donc, pour répondre à ces obligations-là, ils seront obligés de vendre leurs actifs, en l'occurrence les BTC. Et après, ça peut être une cascade. C'est-à-dire que s'ils vendent leur BTC, vu qu'ils ont beaucoup d'argent, les gens vont vendre du BTC par anticipation parce que ça reste un gros porteur et on-chain, on voit ce qui se passe, ce qui va entraîner encore plus la baisse, ce qui va entraîner encore plus la chute du BTC, donc des liquidations encore plus importantes sur la partie MicroStrategy. Donc les mecs vont avoir encore plus peur et vont se dire non, je veux pas de ton action MicroStrategy, je vais la vendre et puis tu vas me rembourser directement en dollars, ce qui va forcer encore plus les liquidations, etc., etc. Et c'est là où en fait
tu passes d'un moment où en fait il y a que des achats, que des achats, que des achats, que des achats, et puis tout le monde est content parce que tu es en net acheteur, à un moment donné où tu es que en vente et en survente, 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 et obligé de faire ça parce qu'en fait il n'y a plus le choix. Tu vois? Et donc ça, c'est une vraie question à se poser. Donc après, c'est aussi, quel est l'intérêt pour une entité de détenir autant de BTC, hein, 500 000 BTC et tout, bon, voilà, c'est aussi risqué. On le voit à chaque fois qu'il y a une centralisation aussi importante de la supply à un moment donné. C'est pas que ça te donne un droit spécifique sur BTC. On sait que ça donne pas de droit, d'accord? Il y a pas plus de droits d'un mec qui va avoir un BTC qu'un mec qui va avoir comme Satoshi, qui va avoir 1,1 million de BTC. Ça changera rien. Ça, à part l'impact sur le prix, d'accord? Évidemment, tu vas avoir un impact sur le prix là-dessus, mais c'est tout. Tu n'as pas plus de droits sur le protocole qu'une autre personne. Mais c'est plutôt le questionnement de tiens, si demain il y a un hack, si demain il y a des liquidations, si demain il y a telle ou telle chose, euh, ça peut poser des problèmes. Voilà. C'est un peu le questionnement à avoir là-dessus. Si MicroStrategy vend tous ses BTC, ça pourrait être un Black Swan. Alors un Black Swan, c'est un événement qui est inattendu et qui a un impact fort sur le marché. D'accord? Nassim Taleb, Nassim Nicolas Taleb, c'est celui qui a écrit justement le livre Black Swan, que je vous invite à lire, et qui explique tout ça. Vu qu'on en parle aujourd'hui, c'est quelque chose d'attendu. Aussi MicroStrategy, je veux dire, le questionnement de sa liquidation, c'est pas un truc nouveau. Peut-être que justement, ça arrivera le moment où on s'y attendra le moins. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, FTX, personne s'y attendait. Tout le monde parlait de FTX, c'est sûr, c'est certain et tout, il n'y a pas de problème. Quand on a commencé à regarder ce qu'il y avait dedans, c'est un truc de fou. Pareil pour Celsius, pareil pour Luna, pareil des trucs. Les Black Swan, c'est ça. Le token OM, c'était ça. Tout le monde en parlait. Ah, c'est génial, c'est super et tout. Et paf, en un claquement de doigts, en 24 heures, moins 95% à la cave. Et c'est ça le truc. C'est un Black Swan, c'est ça. C'est un truc, un événement soudain et inattendu qui fait extrêmement mal. Et un White Swan, d'accord, un signe blanc, c'est l'inverse. C'est-à-dire un truc où en fait on s'y attend pas, mais c'est une super bonne nouvelle. Tu vois, un truc, hop, et évidemment ça a un impact direct sur le prix parce que c'est quelque chose qui n'est pas pricé. C'est ça le truc. Là, demain, si on part en récession ou s'il y a un problème sur le marché, vu qu'on est sur un sentiment de marché qui est quand même extrêmement morose, la probabilité que ces infos-là soient déjà pricées, en fait, elle est quand même hyper élevée. L'inverse n'est pas le cas. C'est-à-dire que si par contre, on est sur quelque chose qui est positif sur le marché, typiquement, si demain, imaginez, Jérôme Powell dit bon, bah les gars, on arrête le quantitative tightening, on baisse les taux, on imprime de l'argent et on fait l'hélicoptère monnaie. Là, évidemment, c'est un truc qui n'est pas pricé aujourd'hui. Donc, évidemment que sur la partie crypto, les gens se diront ouh là là, allez, c'est intéressant, j'investis. Ou voilà, peut-être sur le court terme, ça fera mal parce que c'était quelque chose d'inattendu. Mais en tout cas, sur les actifs risqués, c'est quelque chose de très bullish, tu vois. Et du coup, c'est ce raisonnement-là à avoir. Donc, ça reste un scénario qui doit être envisagé. Et dans tous les cas, à chaque cycle, il y a des Black Swan. On le voit. Hein. Voilà. Il y a des Black Swan. Ça peut être le Covid, ça peut être la chute d'une grosse plateforme et tout. Et très souvent, ça arrive en bear market. Ça arrive en bear market, quand il y a des liquidations, quand il y a des trucs. Donc on verra. Pour moi, le contender aujourd'hui, ça reste MicroStrategy au vu de ce qu'ils font et surtout s'ils continuent encore d'accentuer leur prix d'achat moyen. Donc on verra. Hein, et puis surtout si le prix du BTC passe en dessous de leur coût d'acquisition moyen et que l'action MicroStrategy performe pas bien, surtout à des niveaux d'échéance où ils ont quand même pas mal d'argent à sortir, c'est là où ça va commencer à puer. Donc on verra. Sailor, la dernière fois que j'ai checké, il y a un mois, son niveau de liquidation était à 68K, ça doit être 70K maintenant. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Le prochain Terra Luna pour le bear market, du coup, on aura des grosses opportunités pour acheter peu cher. Il y en a à chaque fois. C'est pour ça que il y a un moment donné, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein, on le voit aujourd'hui. Tous les alts sont hyper sous-cotés. Enfin, tous les alts, ça dépend. Tu en as certains qui sont encore surcotés, mais je veux dire, en tout cas, ceux que nous, on achète et qu'on partage, par exemple, sur le programme d'accompagnement, sont tous ultra sous-cotés. Et aujourd'hui, on est encore net acheteur avec Michael, que ce soit même sur la partie Ether et tout. On continue encore d'acheter parce qu'on y croit vraiment beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que vous verrez que si ça se réveille, à partir du moment où on repart à la hausse et tout, en général, c'est très soudain. On le voit, hein, entre janvier et mars, par exemple, 2024, la hausse qu'il y a eu, tout le monde disait ah, c'est pourri, c'est la fin, il va pas y avoir d'augmentation et tout. Et rapidement, il y a eu une augmentation. En fait, ça a coupé l'herbe sous le pied de beaucoup de personnes. Après, ça a corrigé pendant une période plus longue. Et ce qui est sûr, c'est que dans des périodes de bear, là, et même dans des périodes comme aujourd'hui, en fait, on le voit, il n'y a personne, tout le monde se désintéresse du marché. C'est dans des périodes comme ça, en fait, où on fait les meilleures opportunités. Et c'est là où il y a le pic d'incertitude le plus important, où on fait les meilleurs coups.
On le voit. Là, pour vous donner la partie rien que sur Ether, on est sur d'équivalents sentiments de marché que ce qu'on avait sur le cycle d'avant avec un Ether à moins de 100 balles. Voilà, sur la partie Ether. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser. L'Ether était à 100 balles, il est descendu à 70, d'accord. Ça peut baisser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous aviez acheté de l'Ether 5 ans après à 100 balles, est-ce que vous ne seriez pas content même à 1600, tu vois? Et c'est ça la question en fait, c'est que si, oui, ça peut sous-performer, oui, il y a plein de questionnements, oui, c'est pas un projet parfait, oui, la crypto, il y a une volatilité qui est super élevée. Je parle de l'Ether, mais au final, c'est valable pour tous les cryptos, toutes les cryptos, sauf le BTC pour l'instant, hein. La plupart des cryptos se sont fait éclater. Mais c'est justement quand il y a une peur, quand il y a une anxiété super importante, quand les gens ont une incertitude super élevée, et quand ça commence à être pricé justement dans le prix, on se dit qu'est-ce qui peut être pire? Qu'est-ce qui peut être pire? Alors tiens, Trump, là en ce moment, continue la guéguerre avec la Chine sur les tarifs douaniers et tout. Oui, ça peut être pire, oui, il peut se passer plein de choses et tout, mais globalement, est-ce qu'on n'a pas passé quand même le plus dur en termes de news? Est-ce que tout ça, c'est pas pricé? Est-ce que ça peut aller plus bas? Évidemment, d'accord? Mais la vraie question, c'est est-ce que ça peut pas aller mieux? Et évidemment que oui. On voit que les assouplissements, des liquidités, ça se fait de plus en plus sentir. On arriverait peut-être sur une fin de quantitative tightening d'ici juin. On est sur un ATH sur l'or et à un moment donné, ça va corriger. Donc, quand, les incertitudes seront plus là, bah, l'or sera peut-être moins performant et que sans doute ça sera plus enclin avec les actifs risqués et cetera. Et donc en fait, aujourd'hui, ce qui est en train d'être pricé, c'est plutôt le négatif. Alors que si vous preniez le shift ou la vision qu'on avait avant, sur, la préélection de Trump, hein, d'accord? Octobre, novembre, décembre, janvier, c'était, que des bonnes news. On avait pricé que des bonnes news. L'élection de Trump, les réserves stratégiques en BTC, peut-être qu'on va transformer de l'or en BTC et cetera. Et donc en fait, qu'est-ce qui est resté après ça? C'était le et après, la news après. Sauf que quand en news, tu as des boîtes qui achètent, tu as des nations qui se mettent en réserve stratégique et tout, c'est quoi la bonne news après pour maintenir le narratif ambiant de tiens, il faut acheter, c'est intéressant? Plus grand chose. Il restait peut-être qu'une déception, une certaine déception à avoir là-dessus. Tiens, bah, la news, elle était moins pertinente que ce qu'on attendait. Ah tiens, Trump, il avait dit qu'il allait faire ça, mais en fait, il l'a pas vraiment fait, et cetera, et cetera. Puis aussi, ça prend un certain temps. Les gens en crypto, malheureusement, ils sont trop court-termistes. Tout comme dans l'investissement, j'ai envie de dire, mais en crypto, c'est terrible. Surtout que la partie meme coin, c'est terrible. Donc en fait, tout ça fait que aujourd'hui, on se situe dans le pied inverse et le malheur de certains font l'opportunité des autres. Et c'est là où en fait, on en revient toujours au point le plus important, c'est la conviction que vous devez avoir sur ce que vous faites et des convictions personnelles et pas des convictions empruntées. Des convictions empruntées de quelqu'un qui va vous dire c'est super, c'est génial, faut acheter ou n'importe quoi et que vous le faites, mais en fait vous y croyez pas du tout, vous allez vous faire éclater. Si par contre, sincèrement, vous y croyez et que vous vous dites en fait, j'ai peur, j'ai pas envie d'acheter parce que je me dis putain, c'est vraiment un marché qui pue la merde, c'est sans doute que vous êtes dans la bonne direction. Et c'est ça le truc en fait, en crypto et dans l'invest, ça c'est vraiment une expérience personnelle que je vous dis depuis un certain temps, mais à chaque fois qu'on a eu les meilleures opportunités avec Michael, et à chaque fois qu'on est passé pour des cons, à l'achat ou à la vente, ça a été souvent, et même très souvent, la meilleure décision. C'est-à-dire que quand on achète et quand personne veut acheter, tu as l'impression d'être le dernier des trous du cul parce que personne n'y croit et toi tu te dis, mais en fait, il faut être complètement teubé pour acheter dans des périodes comme ça. Donc en fait, c'est le meilleur moment pour pouvoir le faire. Parce que justement, personne n'y croit. Mais tu as tellement pas envie de le faire parce que tu que des mauvaises nouvelles, tu as plein d'incertitudes, tu as plein de trucs. Mais au final, il y a un moment donné, ces incertitudes, elles vont sortir. Il y a un moment donné, la question, c'est pas de se dire, tiens, la partie crypto, il y aura plus de cycle. Évidemment qu'il y en aura. Et là, on est en train de pricer que des incertitudes à mort. Et donc, si on achète dans des périodes comme ça, où au final tout le monde se dit c'est pourri, ça sert à rien et tout, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Alors oui, ça peut descendre plus bas, hein, c'est le risque qu'on prend. Il y a un moment donné où ça va changer. Le shift va changer. Et à l'inverse, quand on est dans des périodes de hausse, parce que là j'ai parlé dans des périodes de baisse où on a l'impression d'être le dernier des trous de balle quand on achète parce que personne ne veut le faire. Et d'ailleurs, même quand on le dit sur YouTube et ailleurs, les gens se disent ah mais machin, t'es un arnaqueur, tu dis aux gens d'acheter alors que ça peut aller plus bas. Alors qu'en fait, souvent c'est très bien, c'est des bons moments en fait pour recharger en dessert et tout. Et à l'inverse, à la hausse. C'est-à-dire que quand tu penses que ça va continuer d'augmenter et que tu commences à sortir de ton état d'esprit la variable risque, parce que tu penses que ça va monter plus haut, en fait, pour toi, tu es tellement convaincu que ça va augmenter que tu n'as même plus peur de la volatilité. Tu te dis, en fait, j'achète, mais c'est bon, ça monte. Tu n'as plus peur. Et c'est là où c'est un problème. C'est que quand tu n'as plus peur, c'est là où tu dois avoir peur. Dans des périodes comme ça, les gens ont peur. Et c'est une bonne chose, parce que justement, tu achètes la peur. Tu prices la peur dans ton prix d'achat. C'est super. À l'inverse, à la hausse, les gens n'ont pas peur. Ils sont euphoriques et tout, et même toi.
t'enlèves de cette variable le côté risque, ce côté peur, ce côté anxiogène et tout. Et c'est là où ça devient dangereux parce que tu te dis, allez, là j'ai fait un x8, mais je vais aller au x10. Et c'est ce petit delta-là qui va faire qu'au final, tu vas te retrouver sans rien. Et donc, passer pareil pour le dernier des trous de balle en te disant, putain, je vends, mais en fait, il y a tout le monde qui est bullish et moi, je suis le seul mec en fait qui est en train de vendre en ce moment. Bah, tu te rends compte qu'au final, c'est les meilleurs moments pour pouvoir le faire. Mais tu peux te permettre de vendre dans ces périodes-là et dans ces périodes où en fait, tout le monde est en train d'acheter quand toi tu vends parce que as accepté de prendre le risque dans des périodes comme ça. Tu as accepté de prendre le risque là où personne voulait acheter. Donc, tu peux te permettre de vendre là où personne souhaite vendre. Parce que là où tout le monde, en fait, heu, ne souhaite pas vendre sur ces niveaux-là, parce que toi, tu es peut-être sur un x2, x3, x4, x5 parce que tu as acheté des périodes de baisse. Là où les mecs, ils ont attendu je sais pas combien de confirmations et quand ils arrivent au niveau de confirmation, tu es à la TH. Donc ils veulent pas acheter, ils veulent pas vendre à la TH, ils veulent acheter. Et tu vois, on en revient un peu à ces cycles-là. Tout le temps, pareil. C'est tout le temps la même chose. Et on le voit, hein, tout le temps à chaque fois, hein. Dès que ça monte, les mecs, ils veulent acheter. Dès que ça baisse, ah, je touche pas à cette saloperie. Mais franchement, à chaque fois, c'est le cas. Et il y a un moment donné, il faut se faire violence. Alors, gérer son risque, pas faire ça n'importe comment, faire le bilan de ses erreurs, etc., être capable de prendre ses propres décisions et tout, on ne revient pas dessus. Mais c'est ultra important d'être capable de prendre du recul et de se dire, OK, qu'est-ce que fait aujourd'hui la majorité des gens? Quelle est la connaissance aujourd'hui? Quelle est la formation aussi de la majorité des gens? Qu'est-ce que font aujourd'hui la majorité des gens? Et toi, tu fais l'inverse. Et en général, si tu arrives à faire l'inverse, tu t'en sors bien mieux que les autres, globalement. Là, aujourd'hui, le consensus global, c'est fini, ça va pas rebondir, il y aura pas d'alt season parce que la dominance est hyper élevée, l'Ether est mort, le BTC a atteint son ATH, on repart en bear market. Je dis pas que c'est pas possible, d'accord? Ça reste un scénario qui est probable. Mais si bien l'histoire nous renseigne sur quelque chose, c'est qu'en général, le consensus a rarement raison. Et que quelqu'un qui va te dire: «C'est fini», c'est qu'aussi il a un intérêt de te dire que c'est fini. Parce que lui, il a vendu et il a envie de racheter plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment dans des périodes comme ça et surtout si on a une vraie vision long terme sur la partie crypto, qu'on doit prendre en considération le fait que ce qu'on apprend, ce qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, l'expérience de vie en fait qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un truc qui s'apprend pas, qui se vit vraiment et qui aura un effet démultiplicateur sur les prochaines années. Parce que je vous ai déjà donné plusieurs chiffres la dernière fois qui disaient qu'aujourd'hui, l'adoption sur la partie Bitcoin dans le monde en 2025, on est à 3% d'adoption au niveau mondial. C'est l'équivalent d'Internet sur les années 95. Donc on en est clairement au tout début. Et c'est une courbe en S, donc ça s'accélère vraiment très très vite. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens en fait se disent: «Je vais pas me former ou je vais pas, prendre le temps de faire les choses correctement et tout», parce qu'en fait, ils ont une vision court terme et ils se disent: «Bah, le bitcoin, c'est trop cher ou la crypto globalement, c'est trop cher, je reviendrai plus tard en bear market quand j'aurai fait de l'argent». Sauf que les gens, ils se forment pas. Les gens s'améliorent pas dans ces conditions-là et ils comprennent pas que pour gagner de l'argent, bah, en fait, il faut qu'ils soient formés et ils attendent de gagner de l'argent pour se former. Sauf que si tu te formes pas, tu gagneras pas de pognon et tu auras peut-être perdu un cycle, 2 cycles, 3 cycles pour comprendre des choses qu'il ne faut pas faire, pour au final te dire: «OK, j'aurais dû me former». Et c'est pour ça que nous, on passe autant de temps sur ces trucs-là, parce que une fois que tu as appris ce qu'il faut faire pour être autonome, pour être indépendant, pour comprendre concrètement comment tout se passe et que tu es aussi dans une communauté de personnes qui sont qualifiées dans la partie crypto, tu te rends compte que c'est un effet démultiplicatif et qu'il te suffit d'un bon choix en crypto. C'est ça le gros avantage, c'est d'un bon choix, un bon placement, un bon truc pour avoir un vrai changement sur ton portefeuille, sur ton capital, sur un truc. Parce que les opportunités que tu as en crypto, c'est des opportunités que tu n'as pas ailleurs. Mais pour pouvoir trouver ces opportunités-là et pour faire les choses correctement, bah, il faut un certain temps. Voilà, accepter de se dire: «OK, bah, je connais pas tout, là j'ai fait des erreurs», et éviter d'investir en fait à l'espérance. Parce qu'il y a plein de gens qui investissent à l'espérance, qui se disent: «Bah, moi, tiens, je vais attendre que ça augmente parce que là j'ai acheté, au top, là il y a quelques mois, mais c'est bon, je croise les doigts et puis ça va augmenter». Et peut-être que ça augmentera pas. Peut-être que les projets que tu as en portefeuille, c'est des projets qui augmenteront jamais. C'est ça la réalité. Il y a une veille de marché à faire de manière importante. Il y a des analyses pour suivre les projets. Il faut être capable de comparer les projets les uns par rapport aux autres. Il faut être capable de se dire: OK, tiens, je veux faire de la finance décentralisée, mais la finance décentralisée, pareil, il y a beaucoup de choses dedans. Comment tu crées une approche sur mesure par rapport à tes contraintes personnelles, par rapport à tes compétences aussi, par rapport à ton portefeuille, par rapport à plein de choses et par rapport à la dynamique du marché. Parce que les rendements en DeFi, ça fluctue aussi beaucoup par rapport à ce qui se passe. Et tout ça, c'est ce qu'on vous apprend, hein, d'accord? La partie crypto-investisseur, ça vous apprend à clairement reprendre en main tout l'écosystème crypto et de vous créer une approche sur mesure, de devenir autonome. C'est ça qu'on vous apprend. Et la partie accompagnement, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on vous montre ce qu'on fait nous à l'instant T avec Mickaël.
Évidemment, il faut avoir quand même un certain bagage, un certain nombre de connaissances. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser MetaMask ou une Ledger, c'est pas la peine de venir dans l'accompagnement, hein, ça c'est clair. Et si par contre, vous avez envie de vous faire accompagner et de voir en fait ce qui est fait et notre vision du marché et tout, et voir les projets qu'on a en portefeuille, les suivis de marché, les analyses typiquement sur les projets, les veilles de marché, etc. Parce qu'on doit les suivre aussi, tous ces projets-là. C'est des travaux qu'on fait déjà pour vous, en fait. On faisait déjà pour nous, donc on vous les partage aussi. Et on vous accompagne durant tout le cycle. Donc ça offre et ça propose quelque chose d'autre qui répond pas aux mêmes exigences. Mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup en fait qui se sentent perdus parce que très souvent en crypto, on se sent seul. On se dit OK, je m'intéresse à plein de trucs, mais en fait, on a besoin de comparer, on a besoin d'échanger avec des gens qui sont pas des branquignoles sur des groupes Facebook, parce que putain, il y a des trucs des fois sur des groupes Facebook, c'est terrible, hein. Des gros débutants, vous pensez quoi de tel projet? Vous, c'est quoi votre avis sur ce projet-là? Vous pensez que je devrais l'acheter? Tu poses ta question comme ça à des randoms sur internet, tu connais même pas leur niveau, tu connais même pas leur expertise et tout, et puis tout le monde va donner son avis et toi tu investis par rapport à ça. C'est quand même assez fou, quoi. Et c'est pas comme ça que tu fais du pognon. C'est justement en étant capable de gérer ton propre argent et en prenant tes propres décisions là-dessus. Et il y a pas de solution miracle, hein. Vous voyez, hein? Nous, on est vraiment sur un segment de marché où on vous apprend pas, on va pas vous dire: «Vous allez devenir riche», on va vous pas donner le top 10 des altcoins et des machins, ou investissez en un an, vous allez faire des fois 100 parce que ça marche pas. Nous, notre promesse, c'est de vous apprendre à développer votre propre approche sur mesure et de devenir autonome et de profiter de la crypto sur les 30-40 prochaines années. Parce que nous, on y croit. C'est vraiment un truc, on sait que si vous êtes là sur les prochaines années, la crypto sera là et que ceux qui auront profité des périodes comme ça, qui auront fait les choses correctement, qui se seront protégés, qui auront profité des différences, qui certes auront peut-être fait des erreurs sur le court terme, ça arrive. Tu as investi un top et tout, machin, mais qui ont compris l'intérêt d'être là dans des périodes comme ça, de se remettre en question et tout, et d'en savoir plus que la moyenne, clairement. C'est eux qui arriveront sur la ligne d'arrivée et c'est eux qui, machinalement auront plus de résultats à la fin. Pas celui qui va s'amuser à gambler, sur les vieux meme coins et qui va se faire éclater et que dès qu'il se prend le 1er -80, -90 va perdre son capital et va sortir. Il y avait un tweet que je vous avais dit sur Twitter que j'avais partagé, qui représente bien ça et qui dit qu'en fait, le plus important en crypto, c'est pas de gagner ou de faire un coup, par exemple en crypto. C'est d'être là et de survivre suffisamment longtemps pour être là sur le marché quand les autres reviendront. D'accord? Méditez sur ça. C'est hyper important. Parce qu'au final, si vous êtes là pour faire un coup, vous allez investir à un moment donné, puis après ça va se péter la gueule, puis après vous allez sortir, vous allez dire la crypto c'est de la merde. Et quand ça va revenir, parce que ça reviendra, hein, d'accord, hein, la crypto est là pour rester, hein, d'accord. Il y a un moment donné, ça va revenir. Et quand ça reviendra, très souvent vous n'allez pas être là, vous allez louper les meilleurs jours, et là vous allez subir la volatilité de plein fouet, vous allez racheter des ATH, vous allez racheter des bougies vertes, etc., etc. Et vous allez vous refaire les mêmes erreurs, vous allez de nouveau refaire niquer. Alors que si vous avez compris que la crypto, c'est avant tout un jeu de survie, c'est-à-dire que la volatilité, elle est là, il faut l'accepter. Voilà. Tu l'as subi, en fait, c'est le prix que tu payes, la volatilité, c'est le prix que tu payes pour obtenir des performances. Et dans nous, notre approche, c'est de se dire les projets comme en portefeuille, en fait, on accepte cette volatilité parce que c'est des projets de toute façon sur lesquels on croit, sur lesquels on fait du fondamental, sur lesquels on fait de la veille on-chain, on fait de l'analyse technique, on suit, on fait de la veille de marché, etc. Et que quand ça baisse, on y croit toujours, on remet à jour notre vision là-dessus. Ça baisse, on renforce nos positions parce que c'est un projet qui sous-performe pour le moment, mais on y croit. Donc on va renforcer nos positions, etc. Et à un moment donné, quand le marché va shifter, tu as tellement profité des périodes de peur et de machin, et tu as même baissé tellement ton coût d'acquisition moyen que quand ça augmente et quand le mec, il est même pas sur un 20%, toi, tu es peut-être sur un x7, x8, voire bien plus. Et c'est ça la réalité. Et ça, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils se disent, moi, j'arriverai à faire mieux que les autres, j'arriverai à savoir quand le marché il va changer, quand le marché va shifter. Tu ne le sauras pas, hein. Tous les indicateurs techniques qui existent, c'est des indicateurs qui sont à retardement. Et tu t'en rends compte qu'une fois que ça a déjà shifté et quand c'est déjà plus ou moins pricé. D'accord? Tu peux prendre les Golden Cross, tu peux prendre plein de trucs. En général, c'est que c'est déjà pricé. Il y a plein d'études que j'avais montrées qui expliquaient que en crypto et même en bourse, le fait de timer le marché, ça a énormément de contraintes pour l'investisseur et que ça a beaucoup plus tendance à le pousser à sous-performer parce que si tu loupes, par exemple, sur une période de 20 ans en bourse, les 20 meilleurs jours sur le S&P 500, tu peux te retrouver un portefeuille qui est dans le négatif alors que tu aurais peut-être fait un x6 sur cette même période si tu avais juste fait du buy and hold. Et je parle de 20 jours sur une période de 20 ans, d'accord, en bourse, hein. En crypto, c'est quelques jours. En un an, il y avait une étude qui montrait que en un an, si tu loupais les 5 meilleurs jours, tu pouvais diviser presque par 8 les retours sur investissement que tu pouvais obtenir rien que sur le BTC. Donc la probabilité que si tu fais du timing, de louper 5 ou 10 jours sur 365 sur un an, elle est quand même hyper élevée.
D'accord? Parce que quand ça augmente, tu te dis: «Ah bah non, je vais pas acheter parce que ça peut toujours monter plus haut». Tu vois? Et ça, c'est hyper dur parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte et ils se disent: «Tain, je suis dans le trou, j'ai déjà perdu de l'argent, en tout cas sur le papier. Je veux pas accepter les erreurs que j'ai faites, je veux pas me former parce que ça vaut pas le coup aujourd'hui, je me formerai quand j'aurai gagné du pognon». Et au final, bah, ils gagnent pas d'argent parce qu'ils referont leurs mêmes erreurs ou ils comprennent pas concrètement comment investir, et cetera. Et au final, ils refont ce cycle. Et il y a des mecs, je te dis, ça fait des années, ça fait plusieurs cycles qui sont en crypto. On en connaît certains, ils ont connu le cycle 2013, 2017, 2021 et aujourd'hui, ils ont toujours pas gagné de l'argent. C'est quand même assez fou, hein, de se dire ça. Mais pourtant, c'est la réalité, hein. D'accord? Donc bref, pour tous ceux que ça intéresse, la partie accompagnement crypto-investisseur, vous avez les liens dans la barre d'infos. Hem Et comme tu dis, hein, au prochain bear, tout le monde dira, que c'est différent ce coup-ci, on va pas faire moins 70 et pourtant, à chaque fois, c'est toujours pareil et je serais pas étonné non plus de voir un BTC à 30 K. 30 K, 30, 40 K en fonction du niveau auquel on va monter. Si on monte sur un BTC, comme là, il y en a certains qui disent: «On va monter sur un BTC à 300 000». J'y crois pas du tout, hein, d'accord? Mais imagine, on monte sur un BTC à 300 000, allez, plus beau des scénarios, on monte à 200 000. Tu te dis: «OK, 200 000 ou 300 000, allez». Je pense pas qu'on atteigne les 30 000, mais tu auras une correction. Tu auras une correction de 70-80 et plus tu montes haut, plus ça va descendre. Les mecs, ils te disent: «Cette fois-ci, c'est différent, il y aura pas de bear». Il y en a, hein, des mecs qui commençaient à le dire, hein, sur la période là de, fin 2024, hein, qui commençaient à le dire parce qu'on entendait, les alts qui pétaient un peu de partout et tout. Les mecs, ils disaient tout ça, à un moment donné. Genre: «Ouais, il y aura pas de bear market, aujourd'hui, c'est les institutions qui achètent et tout». Ça, c'est des scénarios qui sont dangereux. Ça, c'est les scénarios de merde. Parce que les mecs qui te disent: «Il y a pas de bear market», c'est des mecs qui ont acheté du BTC à 200 000. Donc évidemment, tu te dis: «Il y aura pas de bear market», tu achètes à 200 000, mais ça va monter à 1 000 000. Donc vas-y, achète. Puis au final, tu vas te taper la volatilité comme à chaque fois et pour moi, cette fois-ci, ce sera pas différent. C'est sûr que ça sera pas. Plus ça augmente vite, plus ça augmente fort, plus la descente sera importante et soudaine. Et il y aura des hacks, et il y aura des black swan, et il y aura plein de trucs, comme à chaque fois, hein, comme à chaque fois. D'ailleurs, je vois que vous êtes 250 en live, je ne l'ai pas dit au début, 260 là. Faites péter la barre des likes, les gars. Commentez, partagez, retweetez. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur Twitter et Telegram. Pareil, vous avez les deux liens dans la barre d'infos, hein. Anthony, pour l'or, c'est comme le BTC. Si tu achètes un ETF, c'est direct, comme avoir ton bac sur ta ledger. Et pour l'or, c'est pareil, tu achètes l'or physique, mis au coffre et c'est tout. Ouais, c'est une manière de voir les choses. En fait, tu as plusieurs manières d'investir sur l'or. Tu vois, tu as des gens qui vont te dire: moi, l'or, je le prends en physique, je le stocke dans mon coffre. Et puis, tu en as d'autres qui vont te dire: bah, moi, dans une gestion indicielle, patrimoniale, je préfère mieux l'avoir en format entre guillemets papier, mais avec une réplication physique. C'est-à-dire que tu as des ETF aussi à réplication physique, synthétique, etc. Et dans les ETF à réplication physique, tu as de l'or physique pour garantir la valorisation de ton ETF, même si en soi, je suis d'accord avec toi, ça reste de l'or papier parce que c'est pas de l'or factuel, palpable que tu peux avoir dans ton chez toi, à la maison, etc. Il y a aussi des contraintes, hein. Le stockage à la maison, ça pareil, j'en ai beaucoup parlé sur Éternel étudiant, mais la plupart des particuliers savent pas le faire. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte. Si demain tu commences à stocker, je sais pas, 600 000 balles d'or chez toi, et tu dis tiens, je le mets dans un coffre dans mon jardin, bah en fait, tu laisses pendant 20 ans, puis il y a des glissements de terrain. Donc ton coffre, tu pensais qu'il était là, puis quelques années après, tu le retrouves autre part. Et puis il y a des vols. Et puis s'il y a des incendies, faut les déclarer peut-être à l'assurance, parce que si demain tu te fais voler, tu vas le déclarer à l'assurance. Et si tu le déclares à l'assurance, tu vas payer une burne. Enfin, tu vois, en fait, il y a des contraintes. Il y a à chaque fois des avantages, des inconvénients. Tu peux le stocker en physique, pas forcément chez toi, mais dans d'autres instituts qui ne sont pas des instituts bancaires, parce que l'objectif de l'or aussi, c'est de le stocker hors du système bancaire, hein. C'est pour protéger des chutes bancaires et des faillites bancaires aussi. Donc, l'objectif, c'est de le mettre à l'extérieur. Et donc, tu as des boîtes en Suisse et tout qui te permettent de le faire et de te le livrer aussi si tu le souhaites. Donc, tu n'es pas obligé de le stocker uniquement chez toi. Et voilà, tu as des gens qui vont être très attachés à ce truc-là, le côté physique, tu vois, palpable et tout. Un peu, c'est pour ça que l'immobilier aussi, c'est très développé en France, parce que les gens, ils adorent ça. Et ils considèrent ça beaucoup plus concret que la partie crypto, qu'ils considèrent comme étant virtuelle et tout. Et très souvent, quand tu creuses, bon, c'est vraiment en surface, quoi. Les mecs, en général, tu leur dis: «L'argent que tu as sur ton compte en banque, c'est du virtuel aussi. Pour autant, ça a de la valeur aussi», tu vois? Mais bon, voilà. Et donc, tu en as qui sont très axés sur le physique et donc on retrouve aussi ce débat sur la partie or. Heu, donc c'était un peu ça que je voulais dire. Mais à chaque fois, il y a toujours des avantages, des inconvénients, évidemment. Paxos Gold, c'est cool quand même. En revanche, Christine Lagarde l'a interdit en Europe sur les exchanges. On est obligé de passer par la DeFi. Mais c'est pour ça aussi, pour ça que je vous dis que les gars, que
La crypto, en fait, les restrictions que vous allez avoir avec du KYC, et cetera, un peu de partout, et des restrictions que vous pouvez avoir sur les plateformes d'échange centralisées et tout, à partir du moment où vous savez comment utiliser les différents outils hors des plateformes d'échange centralisées, vous pouvez tout faire. Quand il y a eu la fin, entre guillemets, de l'USDT pour les investisseurs européens, si vous avez utilisé autre chose que les plateformes d'échange centralisées, vous n'êtes pas impacté par ça. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Et en fait, nous, ce qu'on vous apprend aussi, c'est d'être capable de tout faire sans intermédiaire, sans risque de contrepartie, qui est quand même la vision de base de la partie crypto, et de comprendre que ce soit le rendement, le stockage, etc., vous pouvez tout faire mieux sans les plateformes d'échange centralisées. Les plateformes d'échange centralisées, vous les utilisez uniquement pour faire le passage euro-crypto, crypto-euro. C'est tout. Le reste, le stockage, les rendements, la recherche d'opportunités, les échanges, etc., tout ça, ça se fait de manière décentralisée. D'accord? Parce que les restrictions, c'est sur les plateformes d'échange centralisées. C'est tout. Hein. Quand derrière, ils interdisent le Paxos Gold, là, comme tu dis, pour les Européens ou l'USDT ou ce que tu veux, ou que si demain, ils commencent à rajouter sur certains front-end, comme sur Uniswap, un KYC en disant aux utilisateurs, bon, bah maintenant, vous êtes un utilisateur européen, vous devez faire votre KYC pour utiliser Uniswap, je peux vous assurer que nous, on ne sera pas obligé de le faire. D'accord? Ça sera tous les débutants qui ne savent pas utiliser correctement ces outils et qui utilisent que le front-end d'Uniswap qui seront obligés de faire ce genre de truc. Et on aura des restrictions comme ça. Mais si tu es capable d'utiliser correctement les outils, en fait, tu te rends compte que la crypto, ça offre une possibilité et une ouverture qui est juste monstrueuse. Et si vous êtes aussi passionné que moi et si pour vous, votre valeur profonde, en fait, c'est la liberté, c'est la souveraineté monétaire, c'est toutes ces choses-là, mais sur tous les rapports de votre vie, la crypto, ça répond à un besoin qui est monumental. Et c'est pour ça que je suis aussi passionné par ce sujet-là, parce qu'en fait, si tu comprends ce qui se passe et que tu comprends la direction dans laquelle on va, tu te rends compte que dans le côté traditionnel et tout, on va vers de plus en plus de restrictions. Et la crypto, c'est de moins en moins le cas. Ça, c'est un peu notre canot de sauvetage, quoi. Et donc, si vous êtes capable aujourd'hui de vous placer justement et de comprendre que si c'est dur, si c'est compliqué, oui, Uniswap ou toutes ces plateformes-là, ou même MetaMask et tout, ouais, c'est chiant, c'est compliqué, c'est pas bien, l'interface utilisateur est pas ouf. Et puis aujourd'hui, il y a plein de questionnements à avoir et c'est pas facile, c'est pas user-friendly, mais c'est justement une opportunité. Et que demain, quand il y aura plus ces problématiques-là, quand il y aura, ça sera simple et quand on peut cliquer sur un bouton et que tout le monde pourra faire de la DeFi, il y aura plus d'opportunités, il y aura plus de rendement. C'est l'histoire de cette courbe en S. Hein. Si sur la partie BTC, aujourd'hui, on est à 3% d'adoption, je vous laisse imaginer ce qu'on est aujourd'hui sur la partie DeFi, Ether, Altcoin, etc. Rien. Vraiment, on représente rien. C'est-à-dire que le nombre de gens qui investissent en crypto, vraiment, c'est rien. Déjà, des gens qui investissent, c'est pas grand-chose. D'accord. Des gens qui investissent en crypto, c'est encore moins. Et des gens qui investissent intelligemment en crypto, si on exclut ceux qui font juste du buy and hold sur des plateformes d'échange centralisées, c'est encore moins. D'accord. Donc, tirer son épingle du jeu aujourd'hui, en ayant franchement un minimum de connaissances, c'est pas ultra compliqué. C'est pas ultra compliqué. Mais il faut être là dans des périodes en fait où c'est dur, où c'est compliqué, et accepter ce qui se passe en ce moment et de se dire, encore une fois, la crypto, c'est de la survie et il faut survivre suffisamment longtemps pour être là quand les gens reviendront. Parce qu'ils vont revenir. Ils vont revenir. C'est pas une question de savoir quand est-ce qu'ils vont revenir. Enfin, s'ils vont revenir, ils vont revenir. C'est sûr. AD qui dit si Trueflation donne 1,36% et que le pire scénario tarif ajoute 1,2%, on monte à 2,56% max. Donc l'inflation resterait sous contrôle. Qu'est-ce que tu en penses? Alors Trueflation, il faut faire attention, c'est-à-dire que les chiffres, ils sont pas mal. Le seul problème en fait avec l'inflation et le CPI, c'est la même chose hein, aux États-Unis, le suivi de l'inflation, c'est qu'en fait des fois ils vont sortir des variables de l'inflation, pardon. Ils vont sortir de la variable de l'inflation tout ce qui a augmenté. Typiquement, il y a un moment donné, en France, en Europe et même aux États-Unis, dans la période post-Covid, où ils nous disaient regardez, l'inflation est sous contrôle, parce qu'en fait, ils avaient sorti tout ce qui avait augmenté. C'est-à-dire toutes les matières premières, l'électricité, le pétrole, les actifs aussi classiques, hein, parce que les actifs, évidemment, ils ont énormément augmenté avec l'inflation. Et puis, ils vous disaient c'est bon, l'inflation est sous contrôle, parce qu'en fait, ils avaient sorti tout ce qui avait augmenté. Donc, c'est aussi un chiffre qui est quand même pas mal manipulé, hein, donc faut faire attention. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres, en tout cas, qui sont donnés par la Réserve fédérale, ou par Jérôme Powell, lors des différents meetings, et ce qui est remonté aussi par rapport au taux de chômage, en gros, il y a deux chiffres à regarder. Hein, c'est le CPI, donc l'inflation,
et puis le taux de chômage. Si on se rend compte que l'inflation est sous contrôle, donc est à la baisse, ou en tout cas sur des niveaux qui est peut-être même en deçà de ce qui était attendu, et que le chômage est sur des niveaux raisonnables, voire peut-être même des moments qui explosent, parce que quand on est sur un chômage qui explose, c'est peut-être que les entreprises ont du mal à embaucher, il y a des restrictions au niveau des budgets, de l'argent, etc. Et puis il y a peut-être un intérêt pour eux d'imprimer de l'argent pour refluidifier tout ça et pour éviter que le taux de chômage explose aussi. Donc c'est aussi quelque chose à regarder. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on est quand même sur des niveaux d'inflation qui sont bien plus raisonnables que ce qu'on pouvait avoir avant. D'accord. Donc c'est ça qui est à regarder. Mais après, il y a eu aussi d'autres mentions qui avaient été faites par Jérôme Powell, qui expliquait que là, avec ce qu'a fait Trump avec les tarifs douaniers, il se rendait compte quand même que ça avait un impact important sur l'économie, sur les entreprises et tout, et qu'ils surveillaient ça de près parce que bon, ils avaient quand même quelques interrogations. Donc là, tout le monde a commencé à dire c'est bon, ça veut dire qu'il va baisser les taux, ça veut dire qu'il va y avoir de l'impression monétaire et tout. C'est pas pour autant que c'est le cas, d'accord. Et d'ailleurs, fin du quantitative tightening, je le redis, hein, mais ça ne veut pas forcément dire quantitative easing, d'accord. Et le questionnement, c'est vraiment de voir aussi comment est pricé le sentiment de marché. C'est-à-dire qu'en 2024, on voit que plus on se rapprochait de certains meetings, au départ, en amont, on se disait tiens, il va y avoir des baisses de taux, puis plus on se rapprochait, moins il y allait y avoir de baisses de taux. Là, on voit que plus on avance, plus on price des baisses de taux et plus de baisses de taux. C'est-à-dire que là, on est en train de pricer 2 ou 3 baisses de taux successives sur 2025. Alors, les gens prennent ça pour quelque chose de positif. Et on peut le comprendre parce qu'en effet, si tu as une baisse de taux, ça veut dire que globalement, l'argent coûte moins cher, c'est peut-être plus simple pour accéder au pognon et que c'est plus propice aux actifs risqués. On l'a vu, hein, en général, la crypto, ça reviendra un peu à ce que je vais expliquer tout à l'heure sur les cycles de 4 ans. En général, la crypto a énormément profité de l'argent pas cher, de l'impression monétaire et des taux bas. Là, on est sur la première fois sur un cycle, ou sur des moments comme aujourd'hui, où on est sur des taux importants et des restrictions de monnaie. Donc au final, on se rend compte que la crypto, elle est quand même très fortement liée aux politiques des réserves fédérales, la réserve fédérale américaine, des banques centrales et des actifs traditionnels, plus que euh, le régime type halving, etc., même si en effet, ça a un impact. Et comprendre aussi que, ça aussi, c'est toujours d'actualité, je vous en avais parlé, mais le fameux pivot, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on vous a parlé du pivot et je vous avais dit que historiquement parlant, quand on a une augmentation des taux pour lutter contre l'inflation et qu'ensuite on stoppe pendant un certain temps l'augmentation des taux et qu'ensuite on baisse, c'est ce qu'on appelle un pivot. Et que ça, historiquement parlant, ça a un impact négatif sur les actifs traditionnels, crypto, etc. Et là, on est en train de se dire, tiens, c'est les frais de douane avec Trump, c'est la guerre commerciale avec la Chine et tout qui fait ça, c'est le contexte macro qui fait tout ça. Mais il y a aussi peut-être le fameux pivot qui est en train peut-être de se faire ressentir ou pas. Peut-être que les effets sont pas encore totalement disséminés sur la partie économie. Mais globalement, sur le court terme, la partie pivot, c'est pas ultra positif en soi. Et là, on est en train de pricer de plus en plus des baisses de taux successives, donc 2 ou 3 baisses de taux sur 2025. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, la cartouche baisse de taux, là, sur le prochain meeting sur le mois de mai, qu'on n'en ait pas. C'est-à-dire que les mecs commencent à pricer une baisse de taux et tout, et qu'en fait, on n'en est pas. C'est-à-dire que là, il y a une déception. Les mecs se disent putain, on baisse pas les taux, ça fait chier, machin. Et qu'au moment où ils arrêtent le quantitative tightening, sur le mois de juin, juillet, là, on est une baisse de taux. Et que là, du coup, on est un truc où en fait les gens s'y attendent pas forcément et que là, on reparte peut-être sur une dernière vague haussière si on est censé en avoir une ou une continuation de la tendance. Enfin, on verra. Mais attention du coup à l'inflation qui est présentée. C'est une variable importante à regarder. Mais après, je pense que vous l'avez remarqué, hein, quand on vous dit sur des chiffres, tiens, aujourd'hui, l'inflation, elle est à 2%, ou même il y a 2 ans en arrière, après l'explosion du Covid, on nous disait, vous inquiétez pas, l'inflation est sous contrôle. Elle est de 5-6% en Europe. Et quand tu vois que des moments, le prix de l'électricité, il avait énormément augmenté, le prix du pétrole et tout, ça avait énormément augmenté et tout, c'était très loin des 6% en fait. Parce que les mecs, ils sortent de leurs variables, tout ça, tout ce qui ne leur rentre pas dans ce qu'ils pensent eux. Et parce que aussi, c'est un jeu politique. Les politiques, ils te disent tout le temps, bah voilà, moi, je suis là, j'ai corrigé l'inflation, regardez, le chômage a baissé, machin. Ils veulent des bons chiffres. Donc, ils peuvent les manipuler aussi comme ils veulent. Mais dans la vraie vie,
quand vous prenez votre caddie, quand vous allez faire les courses, vous voyez très bien que l'inflation, elle n'était pas à 2, elle était bien au-dessus de ça. Romanicho qui nous dit: «L'incertitude ne se price pas, le potentiel catalyseur sera la fin du bras de fer Trump-Powell». Alors oui, ça aura un impact et c'est difficile, comme tu dis, de pricer une incertitude. En fait, c'est un sentiment. C'est-à-dire que tu peux pas dire, heu, tu peux pas dire, là, sentimentalement parlant, le prix devrait être à tant. En fait, c'est plus la volonté et l'aptitude des gens de se dire: «OK, je suis prêt à aller dans des actifs risqués ou non. Est-ce que j'ai envie d'investir ou pas? Ou est-ce que je suis optimiste par rapport à l'avenir?» D'accord? Et il y a des médias qui le font très bien, hein. Regardez, l'impact du sentiment négatif sur les marchés traditionnels et cetera. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé. Mais en fait, c'est plutôt un ressenti et par rapport à ce que tu vois. Il y a même des datas, hein, que j'avais montrées, sur cette chaîne et aussi sur Éternel étudiant qui démontraient ça. Mais c'est toujours avoir cette idée de se dire: «OK, comment je fais pour penser différemment des autres et d'aller complètement prendre le contre-pied des autres. Là où tout le monde te dit c'est la fin, comme avec le Covid, hein. Franchement, la période du Covid en mars 2020, quand les mecs t'ont dit c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, pour autant, on a eu l'un des plus gros bull run de toute l'histoire. Sur la partie altcoin, sur la partie crypto, sur la partie Ether, etc. Et pour autant, sur ces périodes-là, on avait quand même une pandémie mondiale, plus personne ne pouvait bouger et tout. Enfin, on quand même sur un truc qui était pire que ce qu'on avait aujourd'hui, hein. Et pour autant, on a eu des super belles perfs. Donc, si on avait profité des périodes-là pour renforcer, on aurait eu des belles performances. Et c'est ça que je dis, c'est qu'en fait, quand on est dans des périodes d'incertitude, de peur, d'anxiété, de machin, ça fait peur. On n'a pas envie d'investir, on n'a pas envie de prendre des risques et tout. Et on se dit, tiens, là, je vais attendre que ça aille mieux. Sauf qu'en fait, que quand ça va mieux, bah, en fait, c'est déjà pricé. C'est la théorie un peu de l'efficience des marchés, hein. C'est déjà pricé. En tout cas, il y a forte chance que ce soit pricé. Le prix a déjà fortement augmenté. Et toi, en fait, du coup, tu augmentes ton prix d'achat moyen alors que tu aurais pu en profiter pour acheter dans les périodes où personne n'y croit. Parce que justement, quand personne n'y croit, a priori, il y a moins d'acheteurs, il y a beaucoup moins d'acheteurs que par la suite. Tu vois, c'est un peu ça que je dis. Hop. Et comme tu dis, Lucille, hein, c'est ça. Le meilleur indicateur pour l'inflation, c'est le prix de ton caddie, exactement. C'est pour ça que des fois, ça me faisait rire quand les mecs ils disaient sur les réseaux ou des fois les politiques, tu sais, qui disaient mais l'inflation est sous contrôle, les gars, on est à 2%, il n'y a pas de souci. Et puis toi, tu vas faire tes courses, tu te dis avant ce que tu avais, tu en avais pour 60 balles, là maintenant tu en as pour 200. Tu te dis ouais, tu fous-toi de ma gueule, tu sais, fous-toi bien, bien, bien de ma gueule, tu vois. Donc il faut, voilà, il faut se méfier un peu de ce qui est dit en termes de chiffres, mais quand même surveiller les chiffres officiels, parce qu'il y a les chiffres officiels et les chiffres officieux, mais les chiffres officiels sont ceux qui sont partagés et ceux qui sont surveillés, notamment pour des prises de décision au niveau, des liquidités, baisse de taux ou augmentation de taux ou, desserrement des vannes au niveau, des liquidités, tu vois? Impression monétaire ou non impression monétaire, quoi.